Voilà, donc salam alaikum Mujdedan, bonjour, j'espère que vous allez très très bien. Donc là, on va faire en fait la suite de notre premier chapitre qui concerne la vibration toujours du système à 1 degré de liberté. Donc ce cours-là va être enchaîné par une série de capsules de vidéos qui va faire des TD, des travaux dirigés. Donc ils vont expliquer un petit peu, donc ils vont expliquer donc bien comme il faut les différentes notions qu'on a vues dans le cours. Donc voilà, donc restez branchés, donc je vais directement partager avec vous donc, le contenu du cours et on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Voilà. Donc, comme vous savez, donc, ici dans ce premier chapitre, donc le chapitre 1 qui concerne la vibration des systèmes mécaniques du système mécanique à 1 degré de liberté. Donc, on a travaillé dans un premier temps, bon, on a introduit un petit peu le concept. Après, donc, on vous a parlé de la vibration libre non amortie, la vibration libre amortie. Donc, ça, c'était la deuxième vidéo. Dans cette vidéo-là, on va vous parler de la partie 4 qui concerne la vibration forcée. Donc, la vibration forcée, qu'est-ce que ça veut dire justement? Je dois définir dans un premier temps qu'est-ce qu'un mouvement vibratoire forcé. Donc, pratiquement, n'importe quelle structure est susceptible de subir pendant sa durée de vie un changement ou bien un chargement dynamique, sous forme ou une autre. D'un point de vue analytique, on peut subdiviser les chargements en deux grandeurs, comme vous voyez ici, des grandeurs que ce soit périodiques ou bien non périodiques. Donc, n'importe quelle structure pourra subir justement un chargement. Et ce chargement-là, ça peut être un chargement périodique ou bien non périodique. Donc, je vais vous définir qu'est-ce qu'un chargement ou bien une excitation périodique et qu'est-ce qu'une excitation non périodique. Justement, vous avez des exemples ici. Donc là, c'est un chargement ou bien c'est une excitation périodique type donc harmonique que vous voyez là. Donc là, c'est un type harmonique. Là aussi, c'est un type, non, c'est pas harmonique, mais c'est plutôt périodique. Donc la forme ici, sur cette forme-là. Donc c'est pas harmonique, mais c'est surtout périodique. Vous avez aussi des excitations non périodiques, à savoir, donc ici, ce sont des excitations non périodiques, c'est un impact dynamique, vous n'avez pas. Donc, c'est le deuxième type d'excitation non périodique, c'est comme un impact, ou bien un chargement comme celui-là, c'est comme un chargement sismique, un chargement d'ordre général. Donc, il n'y a pas une période, donc ici, mais là, il y a une période, il y a une certaine période, il y a une certaine répétition de la forme du signal qui se répète. On peut donner d'autres exemples, par exemple ici, donc là, c'est des exemples réels, donc des systèmes qui peuvent développer ce type de chargement. Donc là, vous avez par exemple des machines tournantes, exemple, qui peuvent développer ce chargement qui est périodique, ce chargement qui est harmonique, ou bien des hélices à l'arrière d'un navire, ils peuvent développer ce type de chargement qui est un chargement, comme je dis, c'est un chargement périodique. Donc aussi pour les excitations non périodiques, donc vous avez une explosion au voisinage d'un bâtiment, il peut développer ce type d'excitation, ou bien un secousse sismique, il peut aussi développer un chargement général comme celui-là. Donc dans tous les cas, cette partie, bien cette première vidéo ou bien cette première capsule, ça va traiter principalement les excitations périodiques, à savoir les excitations harmoniques et les excitations périodiques. Et dans une prochaine capsule, je vais aussi essayer de traiter la partie, donc la partie où on peut faire, ou bien la partie excitation comme ça, sous forme d'échelon, ou bien une explosion comme celui-là, ou bien un chargement sismique comme celui-là. Donc, ce sera traité séparément par une autre capsule. Donc, les excitations par une force harmonique. Dans un premier temps, la force harmonique, elle va se définir de cette manière. F de T, c'est F0 cos oméga T. Donc là, c'est le type de chargement que je viens de dire, F0 cos oméga T. Donc, le PFD, qu'est-ce qu'il va vous donner? Donc, si on suppose que le système, c'est un masse ressort amortisseur, donc le PFD, il va s'écrire. Donc, les forces qu'on a développées auparavant, bien le système qu'on a écrit auparavant, plus égal F0 cos oméga T. F0 cos oméga T, c'est quoi? C'est l'excitation périodique qu'on a, ou bien c'est l'excitation harmonique qu'on a fait. Donc, F0 cos oméga T, qu'on a considéré.
Là, j'aimerais bien insister sur une chose très importante, c'est ces différentes formes d'écriture. Vous avez ces différentes formes, et très important. Si on suppose que l'excitation est sous forme de déplacement, donc là on a divisé par K, donc là il faut que l'autre partie soit aussi divisée par K, parce qu'il faut garder en œil toujours, il faut faire une certaine équivalence entre les deux termes de votre équation. Donc là, c'est une équation sous forme de déplacement. Là aussi, c'est une équation de forme de déplacement. Donc là, on a une certaine équivalence. S'il s'agit d'une équation sous forme de vitesse, vous allez l'écrire de cette manière. Donc là, vous allez diviser justement par le C. Et la même chose, il faut diviser de part et d'autre par le C pour avoir cette équivalence en termes d'équation de mouvement. La même chose pour les accélérations, vous la divisez par le M, et donc il faut diviser de part et d'autre par le M. Donc là, on a divisé par le M, et aussi là, on a divisé par le M. Bon, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Donc, j'ai essayé de revenir, ou bien d'essayer d'écrire la forme canonique. La forme de l'équation canonique qu'on a développée auparavant lorsqu'on a divisé par le M. Donc, la forme canonique dans notre équation, ça va revenir à cette forme que vous voyez devant vous. Donc, ça, c'est la forme canonique de développement. Donc, voilà. On va dire notre équation de mouvement, il va s'écrire sur cette forme x suivante plus 2 xi oméga 0 x point plus oméga 0 au carré x égale à f0 sur m cos oméga t. À savoir que xi, c'est le facteur d'amortissement, il n'est que c sur c critique, et le oméga 0, c'est la racine k sur m, comme on a vu tout à l'heure, comme on a vu dans l'autre capsule. Voilà en fait maintenant l'équation de mouvement. Bon, la question qui va se poser, comment on va résoudre cette équation de mouvement? Donc, comme vous voyez, ou bien comme vous savez auparavant, que les solutions pour notre cas, donc c'est deux solutions, ou bien c'est la combinaison de deux solutions. C'est le x1 plus le x2. Le x1 que vous voyez ici, c'est la solution sans second membre. Et le x2, c'est la solution particulière, c'est la solution avec second membre. Et donc, x1, c'est une solution homogène sans second membre. Et donc, x2 est la solution particulière de l'équation générale avec second membre. Donc là, cette équation ici, ou bien cette solution ici, on l'a discutée tout à l'heure, ou bien on l'a discutée dans l'ancienne capsule. Donc là, lorsqu'on a discuté les différentes formes d'un système vibratoire, c'est là qu'on va utiliser ce qu'on a fait auparavant, c'est la vibration libre amortie, et on va dire, supposé trois formes, et on a discuté trois formes, si vous vous rappelez. Donc, suivant quoi? Suivant le signe de xi. Si xi est inférieur à 1, on a dit voilà la solution. Si xi est supérieur et bien égal à 1, c'est le système périodique, bien système amorti, pardon. Et donc, si le système est supérieur à 1, donc sur amorti ou bien sur périodique. Voilà, donc on a discuté le système surcritique, pardon, bien suramorti, le système critique ou bien amorti, le système sous-critique ou bien sous-amorti. Donc, dans les trois cas, dans les trois configurations, on sait que le x1, il va tendre vers quoi? Le x1, il va tendre vers 0. Très important cette information, donc on va la considérer tout de suite et je vais juste vous rappeler que lorsque t tend vers l'infini, je peux dire comme ça, lorsque t tend vers l'infini ou bien en permanence, dans le système permanent, vous avez cette équivalence. C'est comme quoi le x1, il va tendre vers quoi? Le x1, il va tendre vers 0. Donc, c'est la position d'équilibre. Ça, c'est très important et c'est une chose à considérer dans ce cas-là. Donc, ce qui va rester, c'est justement le x2 qui est la solution particulière de l'équation générale avec ce qu'on demande. Bon, en considérant les conditions initiales, à t égale à 0, x0, c'est x à t égale à 0, c'est x0, x point, c'est v0. Qu'est-ce qu'on a dit ici?
on a dit que la solution de l'équation sans second membre, c'est-à-dire x1, est donnée dans le régime libre. On l'a déjà fait. Cette solution finit toujours par disparaître. À cause de quoi? À cause de l'amortissement. Donc, disparaître, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Disparaître, c'est-à-dire elle va tendre vers 0. C'est x1, on l'a dit maintenant, x1, c'est-à-dire il va tendre vers 0. C'est ça pour moi disparaître. Disparaître, c'est-à-dire elle va tendre vers 0. Donc, c'est très important que cette solution, elle va tendre vers 0. Donc, ça, c'est la première chose. Par contre, la solution dans le régime permanent est alors la solution particulière. Et donc, la solution particulière qui va être gardée, c'est la solution x2. C'est la solution permanente. Donc, la réponse doit donc être sinusoïdale de type quoi? Du type x cos oméga t plus phi. C'est très important. Et là, je vais en fait insister sur une chose importante et je vais vous dire une chose très importante dans ce cas-là. Oméga, que vous allez considérer, oméga, est-ce qu'il est donné ou non? Normalement, oméga, il est donné. Pourquoi il est donné? Parce que c'est celui de l'excitation. Pourquoi on a considéré le cos et ne pas le sin, par exemple? On a considéré le cos parce que, je rappelle une chose très importante, parce que le F, vous savez ici, F, l'excitation, c'est la forme cos oméga t. Donc, toujours, vous avez l'excitation, vous avez le oméga bon, de la réponse, c'est celui de l'excitation. Donc, on ne va pas créer ou bien on ne va pas recalculer le oméga. Et vous avez la forme en général. La forme en général de la réponse, ça sera la même forme de l'excitation. La même forme de l'excitation. Et on a une certaine corrélation. Si j'ose dire, on a une certaine corrélation entre quoi et quoi? Entre l'excitation et la réponse. Avec juste un déphasage. Donc, on a juste un déphasage qui est la différence. C'est ça. Donc, il va rajouter le déphasage et on va rajouter le déphasage. Bien sûr, la puissance, ce ne sera pas la même. Donc, voilà en fait une chose importante, s'il vous plaît, à considérer. À considérer comme quoi, si vous avez une excitation f de t, par exemple, cos oméga t, la réponse automatiquement, ça sera quelque chose de cosinus. Et oméga, ce sera toujours là, mais avec un déphasage qui est le déphasage phi. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a imposé, ou bien on a fixé, ou bien on a fixé, si vous voulez, on a fixé la réponse, ou bien la forme de la réponse. Ça, c'est important. On a fixé la forme de la réponse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on va faire un passage au nombre complexe, justement pour faire quoi? Pour essayer de trouver nos inconnus. Quels sont les inconnus? Les inconnus, je rappelle, qui sont le x et le phi. C'est ça ce que je cherche. Pour moi, c'est ça que je cherche, le x et je cherche le phi. S'il vous plaît, c'est très important. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le x et je cherche le phi. Je cherche le x et le phi. Oméga, est-ce que je le cherche? Non. Donc, en général, dans les excitations, lorsqu'il s'agit d'une excitation, lorsqu'il s'agit d'un système excité, là, on ne va pas vous demander de chercher le oméga. Parce que le oméga, il est donné, et ce sera donné, et ce sera exprimé, et ce sera exprimé. Donc, s'il vous plaît, insistez sur ça. Le oméga, ce sera donné. L'excitation, ce sera donné, et on va la savoir auparavant. Ce sera donné. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à calculer la réponse. Par contre, dans les systèmes libres, c'est-à-dire lorsque le système n'est pas excité, là, qu'est-ce qu'on cherche? On recherche la vibration libre et on cherche en fait la pulsation libre. On cherche le oméga 0. On ne cherche pas la réponse plutôt, on cherche oméga 0 dans un premier temps et après ça va venir la réponse. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a essayé, s'il vous plaît, de faire quoi? De faire le passage au nombre complexe. Donc là, ce sera le x exponentiel g oméga plus phi. Ça, c'est la réponse qu'on cherche. On n'a pas encore le x et on n'a pas encore le phi. Et pour le ft, c'est f0 exponentiel oméga. Le oméga, ce sont les mêmes. C'est le même oméga que celui de la réponse. Donc, l'excitation est donc la même oméga que la réponse.
Ensuite, X est l'amplitude de la réponse et phi est la phase de la réponse. Donc, en reportant cette solution dans l'équation générale, on se retrouve avec cette équation. Donc voilà, on se retrouve avec cette forme. Donc là, on a dérivé deux fois, on va dire ça. Donc ça, on a remplacé par poire moins x oméga carré exponentielle g oméga t plus phi. On a remplacé x point par cette expression. On a remplacé x par cette expression et on a remplacé f de t par cette expression. Là, on peut justement faire une certaine simplification par exponentielle g oméga t. Parce qu'on a la même oméga, bien le même oméga de part et d'autre. Après, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, ou bien ça va revenir à écrire cette forme. X exponentielle g oméga, facteur moins oméga carré, ou bien oméga 0 au carré moins oméga carré, plus 2xi oméga 0 g oméga, facteur égal à F0 sur M. Donc là, tout simplement, je vais calculer la norme et l'argument. Et donc, je me retrouve avec le x qui est l'amplitude égale à F0 sur K racine sur racine 1 moins oméga 0 le 2 au carré. Donc là, je vais définir un rapport d'amplitude bêta que je vais noter tout à l'heure comme quoi oméga sur oméga 0. Et donc, plus 2xi carré, bien 2xi carré fois bêta au carré qui est le oméga sur oméga 0. Ça, c'est concernant le x et ça, c'est concernant le phi, c'est la tangente de ce terme que vous voyez devant vous. Donc, en écrivant ça, ou bien une écriture simplifiée, et en définissant le x statique comme quoi c'est le déplacement du système sur la charge F0, c'est le F0 sur K. Donc, on se retrouve avec x sur x statique, ou bien x égale à x statique sur 1 moins bêta carré, le tout au carré, plus le 2xi carré, bêta carré. Donc, ça concerne quoi? Ça concerne le x, et pour le phi, c'est l'arc tangente de ce terme que vous voyez devant vous. Donc, bêta, je rappelle que c'est la pulsation relative qui est oméga sur oméga 0. Et c'est oméga sur oméga 0. Et x statique, c'est le F0 sur K, c'est ce qu'on appelle le déplacement du système sur la charge statique. Est-ce qu'on peut remarquer, s'il vous plaît, que x, ça s'écrit sous cette forme, c'est A bêta, c'est une fonction de bêta fois le x statique. Ça, c'est très important. Donc, je vais le remplacer, ou bien je vais essayer de tracer tout à l'heure. Donc, d'après l'expression de l'amplitude, on voit que celle-ci dépend de la pulsation de l'excitation. Donc, si on veut calculer le maximum, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement dériver le A, qui est l'amplificateur, c'est le rapport d'amplification dynamique. Donc, dA par rapport à bêta, et on trouvera que celui-là est égal à 0 correspond à xi inférieur ou égal à 0,707. 1 sur racine de 2. Et donc là, c'est comme ça, on va définir le oméga R, c'est la pulsation de résonance. Donc, la pulsation de résonance correspondra lorsque bêta. Et donc, bêta, vous allez le remplacer, c'est oméga sur oméga 0. Et donc, c'est oméga égal à oméga 0, c'est-à-dire oméga R, pardon, sur oméga 0. Donc, vous voyez, oméga R sur oméga 0, le tout au carré est égal à 1 moins 2xi carré, si on suppose que cette valeur positive. Donc, cette valeur positive, pour qu'elle soit positive, il suffit que xi soit inférieur ou égal à 1,1 sur racine de 2. Et donc, pour assurer que cette valeur est positive, on a le droit d'écrire ça si seulement si est inférieur à 1 sur racine de 2. Et donc, la pulsation de résonance, c'est lorsque oméga R est égal oméga 0 racine 1 moins 2xi carré. On peut, si jamais le xi est très, très inférieur à 1, donc, ou bien très proche de 0, pardon, donc là, vous voyez que si on suppose qu'il n'y a pas d'amortissement, c'est-à-dire le xi tend vers 0, donc si le xi tend vers 0 et vous avez le oméga, c'est le cas particulier, le oméga R, dans ce cas, la résonance, ça va se produire lorsque oméga
égale oméga 0, c'est-à-dire l'oméga oméga de l'excitation est égal l'oméga qui est la pulsation propre. Dans ce cas, automatiquement, vous aurez la résonance et vous aurez donc vous aurez la résonance de votre système lorsqu'il n'est pas amorti ou bien lorsqu'il n'y a pas d'amortissement. Si on veut représenter, on va à la résonance toujours, l'amplitude passe par son maximum et donc on peut calculer le maximum donc à la résonance XR égale à X statique sur 2 xi 1 moins xi carré. Et je répète, lorsque xi tend vers 0, ou bien lorsqu'il n'y a pas d'amortissement, on remarque que le XR il tend vers quoi? Il tend vers l'infini. Il tend vers l'infini. Si xi est égal à 0, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'amortissement, le système, ce sera plus contrôlable. Et votre XR, c'est-à-dire le X, c'est-à-dire l'amplitude de votre système, il va tendre vers l'infini. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Donc, l'amplitude de résonance est d'autant plus grande que si il diminue. Si il diminue, c'est-à-dire il n'y a pas d'amortissement. Donc, si tend vers 0, par exemple, on remarque ici, si tend vers 0, le XR est d'autant plus grand, c'est-à-dire il va tendre vers l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Si devient très petit, le C, ça va de soi. Ça va devenir très petit parce qu'il y a une relation entre le xi et le C. On sait que si xi, le xi est égal à C sur C critique. À la limite, qu'est-ce que vous avez? Si xi tend vers 0, par exemple ici, xi tend vers 0, bêta, il va tendre vers 1 parce que le oméga R sur oméga 0, ça va être 1, égal à 1. Donc le bêta, ça va tendre vers 1. Et donc, dans ce cas, si oméga tend vers oméga 0, on a dit si ou bien x, il tend vers l'infini. C'est le cas lorsque oméga R égale à oméga 0. Je répète, s'il vous plaît, vous avez votre résonance, votre valeur d'amplitude sera très grande lorsque le xi, ça va diminuer davantage, ou bien lorsqu'il n'y aura pas d'amortissement. Donc, le système, comme j'ai dit, ça ne va pas être contrôlé, ça va être incontrôlable. Et par la suite, vous aurez quoi? Vous aurez justement une résonance de votre système. Maintenant, on va représenter tout ce qu'on vient de dire et on va le visualiser dans ce schéma que vous voyez. Donc, le facteur d'amplification dynamique, le A, et le déphasage phi en fonction de la pulsation relative bêta, avec comme paramètre le facteur d'amortissement, celui qui va varier, le facteur d'amortissement xi. Donc, en considérant plusieurs valeurs de xi, 0, 0,1, 0,15, etc., on a essayé de représenter le x sur x statique, qui est quoi? Le x sur x statique, ce n'est que le facteur d'amortissement, s'il vous plaît, le facteur d'amortissement, le A. Et le bêta, vous avez votre bêta qui est représenté, qui est le rapport de pulsation, oméga sur oméga 0. Et donc, lorsqu'on a représenté ça, qu'est-ce qu'on peut voir, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la première remarque? La première remarque, c'est ça. C'est lorsque x, ou bien le A tend vers l'infini, et le A tend vers l'infini, ça correspond à bêta égale à 1. Et donc, lorsque bêta égale à 1, c'est-à-dire le oméga 0, ou bien le oméga R, pour ce cas-là, est égal à oméga 0. C'est le premier cas qu'on a, ou bien qu'on va voir tout de suite. Si bêta tend vers 0, si bêta est égal à 0, dans ce cas-là, bêta est égal à 0, c'est-à-dire le A, ou bien le X est égal à X statique. Là, vous avez, donc c'est votre système statique, ou bien vous êtes en statique. Donc là, le X est égal à X statique. Dans ce cas-là, on n'a pas, si vous voulez, de vibration. Voilà, donc on a représenté aussi le bêta, donc on a représenté le phi ici. On remarque aussi lorsque bêta est égal à 1, on a le phi, voilà, ça correspond à, lorsque bêta est égal à 0, ça correspond à le phi égal à 0. Voilà, très bien.
Et lorsque le bêta est égal à 1, le phi, il est incontrôlable. Donc, il a une valeur incontrôlable. Bon, des remarques générales, s'il vous plaît. Le système est fortement amorti lorsque psi supérieur à 1 racine sur 2. Il est fortement. Donc là, c'est-à-dire le 0,7, on est à partir de ça, à partir de cette valeur-là, le 0,7. Donc, à partir de là, on a une forte amortissement. C'est-à-dire le système, ça devient, même si la valeur de bêta, ça devient égale à 1, mais peu importe, le système, il a un amortissement fort. Donc, l'amortissement, il est contrôlable, il contrôle un petit peu le développement de votre système. Donc, dans ce cas, comme j'ai dit, l'amplitude est strictement décroissante, il ne passe pas par un maximum, quelle que soit la valeur de oméga. On le remarque ici, s'il vous plaît. On le remarque ici. Vous voyez le schéma ici. Donc, à partir de cette courbe-là, vous voyez, à partir de cette courbe, c'est le 0,707, le racine de 2, c'est à partir de là qu'on n'aura jamais une grande valeur de quoi? De l'amplitude, parce que ça devient contrôlable, s'il vous plaît, ça devient contrôlable. Donc, mais peu importe la valeur de oméga, on a une certaine contrôlabilité de quoi? De la réponse. Parce que là, on a une certaine imposition de facteur de l'amortissement. Cette conclusion est aussi valable pour le système critique lorsque psi, bien sûr, est égal à 1 racine de 2. Mais lorsque ce système est faiblement amorti, c'est-à-dire le psi est inférieur à 1 racine de 2, donc là, des valeurs de 0, 0,1, 0,2, etc., l'amplitude par un maximum lorsque la pulsation est proche de la pulsation propre oméga 0 du système. Donc voilà, on remarque que dans ce cas, comme j'ai dit, le oméga R est égal à oméga 0, 1 racine à 1 moins 2 xi carré, et oméga 0, il tend vers oméga 0 lorsque xi est faible, par exemple, si xi est égal à 0, donc ça, il tend vers oméga 0. Ce sont des remarques générales. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir, s'il vous plaît? L'amplitude et la pulsation de résonance, ça correspond, ou bien ça se voit lorsque cette condition est normalement est assurée, c'est-à-dire le xi il est inférieur à 1 sur 1 c de 2. C'est là que je peux parler d'une pulsation ou bien d'une amplitude de la résonance. Dans ce cas-là, donc oméga R, je peux écrire c'est oméga 0, 1 moins 2 xi carré, parce que sinon je ne peux pas écrire ça, si cette condition n'est pas assurée. Et l'amplitude de résonance, dans ce cas, ça s'écrit sous cette forme. Donc, il est largement supérieur à x. Voilà. Donc, voilà, en fait, ça concerne, comme je dis, la vibration du système lorsqu'il est excité par une force harmonique. Ça, c'est la première chose. Passons maintenant, s'il vous plaît, à une dernière remarque. Donc, l'amplitude à la résonance est d'autant plus grande. L'amplitude est d'autant plus grande que xi est très petit. On l'a remarqué tout à l'heure dans le schéma. Dès que xi s'approche de 0, donc l'amplitude, elle explose. On a une forte valeur de l'amplitude. Et donc l'oscillateur très faiblement amorti. Dans ce cas, on peut écrire que oméga est très proche de oméga 0 et xr, dans ce cas, c'est x statique sur 2 de xi. Donc, si xi est 0,1, alors l'écart entre oméga r, c'est juste un calcul de pourcentage qu'on a fait. Voilà. Les basses fréquences bêta, elles tendent vers, est très petit. Dès que bêta, elle tend vers une valeur très petite, donc le x étant vers la valeur statique, x statique. Lorsque bêta est égal à 1, x, c'est le x statique sur 2 xi. Lorsque bêta est très supérieur, le x il tend vers x statique sur bêta carré. Vous pouvez remplacer, vous allez trouver comme quoi cette valeur est égale à f0 sur oméga carré ou fois f. C'est juste, on a juste remplacé, s'il vous plaît. Bon, un petit exemple, juste en fait pour initier quelques exercices dans cette partie-là. Exemple, si vous avez une excitation par la base. Donc, souvent, une structure excitée par l'intermédiaire de plombs, de suspension, machine excitée par exemple par les supports, automobile excitée par la route, par l'intermédiaire de suspension. Dans ce cas-là, s'il vous plaît, dans ce cas, donc là, c'est votre voiture qui est là.
il est justement excité par quoi? Il est excité par cette route. Vous voyez que cette route, il est ondulée. Et cette ondulation de cette route, ça va être représenté par ce R, ou bien ça va être représenté par une certaine excitation à notre système. Donc le système, il est excité par quoi? Il est excité par cette ondulation. C'est juste une forme d'ondulation. Donc, c'est la même chose pour ce pot vibrant, je peux dire bien par ce support vibrant. Et donc, ce support vibrant, il va créer ce Y de T. Et ce Y de T, c'est une excitation par la base. C'est une excitation par la base. Et cette base, normalement, ça vibre. Donc, il va créer une certaine excitation. La même chose, on va développer, ici on a juste développé les équations, mais la même chose ici, s'il vous plaît, lorsque vous avez un moteur, et ce moteur, normalement, il y a une certaine masse qui n'est pas bien répartie, ce qu'on appelle le balourd. Et ce balourd-là, que vous voyez ici, ce balourd-là, il va créer une certaine excitation à votre système et cette excitation elle est représentée de cette manière. Voilà l'excitation. Donc voilà votre système il est représenté comme celui-là, comme ça, pardon. Donc vous avez masse X, vous avez une masse ressort amortisseur et vous avez une excitation ici, c'est pas par la base, c'est une excitation due à une force ou bien à une irrégularité. On a ici une irrégularité de quoi? De la distribution des masses, de la distribution ou bien de la mauvaise distribution des masses, c'est que vous avez une certaine concentration. Une certaine concentration de quoi? Une certaine concentration de la masse dans un coin, et c'est celle qui a fait comme quoi vibrer toute la structure. Toute la structure, elle l'a fait vibrer. Donc, c'est pourquoi je dis c'est une excitation par la masse, c'est celle qui a généré cette force de balourd, bien cette force, ça vient de balourd. On peut, dans les exercices, on aura l'occasion de démontrer pourquoi cette valeur est écrite de cette manière. En fait, c'est juste des exemples. La même chose ici pour cette machine, on peut aussi la modéliser de cette manière. Donc là, vous avez une certaine, voilà, votre machine et il y a un certain guidage en translation. Vous avez un certain, je peux dire, système d'amortissement qui contient de masse ressort amortisseur. Et donc là, on a un certain guidage de cette machine en translation. Et vous avez cette masse. Cette petite masse, ce n'est que la masse que je viens de dire tout à l'heure, qui n'est pas bien répartie sur la circonférence et qui a créé quoi? Qui a créé ce balourd, qui a créé cette force. C'est une force extérieure. C'est une force extérieure et qui a fait comme quoi le système il va vibrer. Le système il va vibrer. Donc le système, pourquoi il a vibré dans ce cas? Parce que justement il y avait une distribution non égale ou bien non homogène. Non homogène de quoi? De la masse. Il y a une mauvaise distribution. C'est celle qui a créé donc ce ballon. Voilà. Juste les équations, bon, comme on a exprimé ces équations, on va revenir, mais l'essentiel, à la fin, qu'est-ce qu'on se trouve? On se retrouve avec cette équation x de point plus x, point plus le kx égale le F0 sinus oméga t. Le F0, c'est quoi? C'est M0 qui représente la masse de balourd fois l'accélération. Et après tout calcul fait, on va revenir à peu près à la même forme que tout à l'heure, M mu R carré, ou bien mu oméga carré fois sinus oméga t par exemple. Voilà, ça se voit ici, L, M, oméga carré fois sinus oméga. Oméga, c'est l'effort, ou bien c'est la pulsation relative au ballon. Maintenant, s'il vous plaît, on va passer à un autre type d'excitation, ce qu'on appelle excitation par une force périodique. Je rappelle, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a traité? On a traité les excitations par des forces harmoniques. Maintenant, ça, c'est périodique. C'est juste la différence, c'est périodique.
qu'on a dit, soit vous allez considérer la partie harmonique ou bien la partie périodique. La partie harmonique, ça c'est F0, F sinus oméga ou bien F cos oméga t, alors que la partie périodique, c'est une sommation. C'est une sommation de quoi? Des formes périodiques. Mais comment on va, la question qui va se poser, comment on va traiter la réponse? C'est quoi cette réponse et comment on va la faire? Donc, c'est ça, on va dire, l'objectif de cette partie. Donc, en général, je vais vous parler dans un premier temps de principe de superposition. Ça, c'est très important. Le principe de superposition, qu'est-ce que ça veut dire, le principe de superposition? Donc, un système, lorsqu'il est soumis à des excitations multiples, là, vous allez introduire le principe de superposition. Et je rappelle que ce principe de superposition, il est appliqué juste pour les systèmes linéaires. Donc, la réponse d'un système linéaire à une somme d'excitation est la superposition de chacune des excitations. Par exemple, vous avez donc ici un système linéaire excité par F1 du T. Sa réponse est X1 du T. S'il est excité par F2, sa réponse ce sera X2. Par Fn, ce sera Xn. Maintenant, si on fait une pondération des excitations, on se retrouve avec une réponse globale qui va contenir les mêmes pondérations, s'il vous plaît, des excitations. Les mêmes pondérations des excitations. Alpha 1 X1 plus alpha 2 X2, alpha 3 X3 plus alpha N Xn. Donc ça, c'est applicable pour les systèmes linéaires. Pour les systèmes linéaires, vous avez ça. Annotez, s'il vous plaît, vous avez cette règle. C'est-à-dire, si vous avez excité votre système par une superposition des forces d'excitation, des forces, on va dire, harmoniques par exemple, vous allez se retrouver à la fin avec une réponse qui contient les mêmes excitations, bien des excitations à peu près, les mêmes pondérations des réponses de chaque excitation type. Donc, par exemple, ici, je vais appliquer si on suppose qu'on a excité notre système par deux forces distinctes, F1 et F2. Comment on peut écrire? On peut écrire que pour les F1, on a ça. C'est le même système d'ailleurs. J'ai considéré les mêmes MCK. Donc ça, c'est par rapport à X1, par rapport au X2, qui est la réponse relative à F2. Vous avez cette écriture. Le principe de superposition, qu'est-ce qu'il vous donne? Donc M, X1, 2 points plus X2, 2 points plus C, etc. Ça va, comme je dis, la somme des if. Donc, si on considère X1 plus X2 égale à X du T, donc X du T, ça va être la réponse pour votre système lorsqu'il est excité par F de T et la superposition des excitations. Voilà, donc on a considéré X, que X c'est X1 plus X2, et F de T c'est F1, F2, et on a à la fin que X de T c'est la somme des XI, et F de T c'est la somme des FI. Ce résultat peut être généralisé comme suit. Donc, X de T, ce sera la somme des réponses XI et F de T, ce sera la somme des excitations. Et je rappelle que ce système, il est applicable pour les systèmes, cette sommation est applicable, mais ce cas-là, il est applicable pour les systèmes linéaires. Maintenant, s'il vous plaît, comment on va dire passer, ou bien comment on va exploiter cette règle de superposition dans notre cas? Dans notre cas, lorsqu'il s'agit d'une excitation périodique, en général, lorsqu'il s'agit d'une excitation périodique, on sait que pour une excitation périodique, peu importe cette excitation, il peut s'écrire sous la forme de série de Fourier. Donc, cette série de Fourier, ça s'écrit sous cette forme. Ça, c'est un cours de traitement de signal. F de t est égal à A0 sur 2 plus la somme des AN cos n oméga t plus Bn sin oméga n oméga t. Avec le oméga, c'est du pi sur t. Donc, en définissant les paramètres ou bien les coefficients de série de Fourier, de cette manière, A0, c'est l'intégrale de moins t demi
f de t. Et donc, AN, c'est l'intégrale de moins t demi de f de t cos n oméga pour le AN. Et le BN, c'est 2 sur t, l'intégrale moins t demi, f de sin n oméga t. Donc, ça, c'est très important, s'il vous plaît. Et donc, c'est une écriture qui dit quoi? Ce développement en série de Fourier, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que n'importe quel système, on va dire périodique, n'importe quelle forme périodique, ça va être décomposé ou pourra être décomposé en série de Fourier. Et cette série de Fourier, ça s'écrit sous cette forme. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement calculer à chaque fois les paramètres de série de Fourier. Voilà. La solution sera obtenue en utilisant le principe de superposition dans notre cas. Donc voilà, on va juste rajouter une chose très importante. Si f de t est impair, donc là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les AN égale à 0. Parce que vous aurez, de toute façon, ça c'est impair, donc vous aurez une certaine annulation ici entre moins t demi 0 et 0 t demi. Et donc, vous allez séparer vos intégrales et vous allez introduire cette règle. Et vous allez voir que les AN sont égales à 0. Si les ft est pair, c'est la fonction est pair, donc là, les Bn, c'est 0. On va travailler sur cet exemple pour être plus explicite et pour vous donner ou bien vous exprimer clairement la réponse lorsqu'il s'agit d'un système périodique, lorsqu'il est excité par une force périodique. Lorsque votre système est excité par une force périodique, quelle est la réponse? Donc, la question qu'on va vous poser tout simplement, calculer la réponse d'un oscillateur harmonique sans amortissement. Regardez s'il vous plaît, c'est sans amortissement, à une excitation créneau de période t comme c'est représenté ici. La première impression, là, c'est une fonction impair. Donc là, si je reviens, si normalement la fonction est impair, vous avez les AN égale à 0. Les AN, c'est égal, c'est FT, normalement égal à moins FT ici. Par exemple, F0 ici. Donc ici, si je suppose f moins cette période, ce sera le moins de cette période. Là, on a clairement que la fonction elle est impaire. Donc la fonction impaire, A0 égale à AN égale à 0. La fonction Carnot est périodique, donc on peut l'écrire sous la forme de série de Fourier. Et donc, si on peut l'écrire sous la forme de série de Fourier, on a, quel que soit n, déjà, les AN, c'est 0. C'est la première remarque. Parce qu'il est impair. S'il vous plaît, la fonction Carnot est impair. Donc, les AN, c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste à calculer? Il reste à calculer les BN. BN, dans ce cas, après tout calcul fait, on l'a calculé, c'est 4F0 sur N oméga T, racine 1 moins cos N oméga T sur 2. Avec les N, ce sont pour ceux qui sont impairs, 1, 3, 5, etc. Voilà votre BN. On a calculé notre BN, donc voilà notre BN. Après, qu'est-ce qu'on a juste à remplacer, s'il vous plaît? Donc, mx seconde, on va le remplacer, est égal plus kx. Je rappelle que c'est un système qu'on a dit, c'est un système contient pas d'amortisseur, qui contient pas d'amortissement, un système non amorti. Donc, c'est égal à la somme des Bn sinus oméga, c'est celle qui est restée. On va calculer la solution pour l'harmonique d'ordre n. Donc, ce sera mx seconde et mx de poids, pardon, plus le kxn égal à le Bn sinus n oméga. Le Bn, on l'a calculé, c'est 4F0 sur npi pour les n impairs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste traiter la solution pour ça. 4 et mx seconde plus le kx n est égal à 4f0 sur npi, sinus n oméga. Je vais exploiter les acquis que j'avais. Donc, pour les acquis que j'avais, en général, l'équation ou bien la forme de l'équation, ce sera quelque chose de cette forme. Dans ce cas, qu'est-ce que vous avez, pardon? Vous avez votre système, ça s'écrit sous cette forme. Vous avez déjà le x statique, c'est le Fn sur K. Donc, le Fn, pour nous, c'est le Bn, c'est 4F0 sur Np. On l'a remplacé.
Donc, on a remplacé, c'est le X statique par le 4F0 sur KNP. Le Xi, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que le système il est amorti. Il est non amorti, pardon. Le système il est non amorti. C'est égal à 0. Et après tout calcul fait, on sort avec le Xn égal 4F0 sur KPN 1 moins sur A fois 1 sur 1 moins N bêta, le tout au carré. Ça concerne le Xn, s'il vous plaît. Le Xn. Le phi, c'est absent parce que le xi est égal à 0, donc phi est égal à 0. Dans ce cas, je vais justement faire la somme. Donc la somme, c'est en utilisant le principe de superposition. Donc la solution finale est à l'heure en utilisant le principe de superposition. C'est écrit sous cette forme. Xt, c'est la somme de xn sinus n oméga. Donc après tout calcul fait, vous avez votre xn qui est la somme de ça. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était très bien. Donc, je vous remercie. Merci encore une fois pour votre présence, pour votre attention. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? On va essayer, après avoir expliqué dans trois capsules vidéo, on a expliqué dans un premier, on a introduit le premier chapitre qui est la vibration libre des systèmes à un degré de liberté. Ensuite, on a introduit, ou bien on a parlé on a introduit dans un premier temps, bien dans la première vidéo, on vous a introduit le premier chapitre qui est la vibration libre d'un système de 1 degré de liberté. On a insisté sur le fait que la modélisation des squelettes de ce type de système est une modélisation très importante et qu'il va nous aider, c'est une modélisation simple, va nous aider à modéliser. Il y a plusieurs phénomènes physiques, le système masse ressort amortisseur. Il faut bien sûr choisir bien comme il faut votre masse, votre ressort, votre amortisseur, c'est-à-dire faire un choix convenable de ces éléments. La masse, c'est l'élément indéformable avec une grande masse. Le ressort, c'est un élément déformable mais qui ne contient pas de masse. La partie amortisseur, c'est celle qui contient, si j'ose dire, c'est celle qui représentera le frottement, que ce soit un frottement visqueux ou bien un frottement solide. Ça, c'est la première partie de la vidéo, de la première vidéo. Donc, la deuxième vidéo, ça concernait la vibration la vibration libre, amortie et non amortie du système. On vous a présenté les différents cas, les différentes configurations pour les systèmes, soit en translation horizontale, translation verticale, en torsion, ou bien système en parallèle, etc. Quelles sont les équations qu'il faut à chaque fois chercher, les pulsations à chaque fois qu'il faut chercher. La deuxième chose, c'est la partie amortissement. Là, on vous a introduit les différents types d'amortissement. On a dit qu'il y a système amorti, suramorti, sous-amorti. L'utilisation du système sous-amorti, c'est notamment le décrément logarithmique qui nous a permis justement, c'est une manière expérimentale, qui nous a permis de trouver ou bien d'identifier rapidement ou bien de calculer rapidement le facteur d'amortissement qui est important. Après, dans cette vidéo, ça concernait principalement la vibration forcée. Donc là, on a introduit deux types de vibrations forcées, les vibrations forcées type harmonique et type périodique, et on a calculé à chaque fois la réponse X du T. Je rappelle une chose très très importante, s'il vous plaît, pour les excitations forcées, ou bien pour la vibration forcée, vous n'avez pas à calculer le oméga, parce que le oméga, c'est celle de l'excitation. C'est très important. Donc, j'espère que c'est un peu clair. Donc là, dans les prochaines vidéos qui concernent ce chapitre-là, on va passer à la partie travaux dirigés. Il y aura plusieurs exercices, plusieurs vidéos, plusieurs capsules qui vont vous expliquer petit à petit comment on va faire pour la modélisation, quels sont les choix qu'il faut faire pour la modélisation. Après, pour les modélisations qu'on a fait, bon, quel type de modélisation il a meilleur, il faut vous avez modélisé, quelle est la méthodologie de traitement, quelles sont les astuces qu'il faut introduire à chaque fois, quelles sont les astuces qu'il faut introduire, quelles sont les choses qu'il faut
il faut inspirer une fois en lisant des énoncés, et ce sera des énoncés type examen, type test qu'on a posé ou qu'on a posé les années antécédentes. Je vous remercie pour vos attentions. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à me faire vos remarques. Ce sera les bienvenus et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.